Bonjour à toutes et à tous, auditeurs de Chronico Radio. Nous nous retrouvons dans notre nouvelle chronique scientifique qui, je vous rappelle, consiste à une émission radio illustrée en direct sur YouTube. Aujourd'hui, chers auditeurs, on est ensemble pour parler optique en compagnie de notre spécialiste Grégory, un célèbre scientifique connu pour ses travaux portant sur le domaine de l'optique. Bonjour John, bonjour à tous. La question du jour nous est posée aujourd'hui par Déborah de Nantes en Loire-Atlantique. Elle voudrait savoir à quoi servent les filtres anti-reflets. Grégory, à vous la parole. Tout d'abord, les filtres anti-reflets sont apparus au XIXe siècle, lorsque Lord John William Strutt observa en 1887 que les vieilles plaques de verre étaient moins réflectives que les récentes. Il en déduisit que des lentilles ternies par le temps avaient une meilleure transmission que des lentilles polies récemment. Et d'après mes connaissances, il me semble que c'est lors des années 90 que les premiers laboratoires obtiennent des résultats concluants concernant ces traitements anti-reflets, n'est-ce pas ? C'est exact, John. Mais dans quel domaine en avons-nous besoin ? Les traitements anti-reflets sont utilisés aujourd'hui pour des applications différentes, comme sur les verres de lunettes ou encore pour les télescopes et bien d'autres. Très bien, je vois. Et en quoi est-ce bénéfique pour nous ? En fait, c'est un traitement de surface appliqué sur les verres permettant de diminuer la lumière réfléchie et d'augmenter la lumière transmise. Ainsi, le porteur de lunettes sera moins gêné. Donc, je vais vous montrer avec une petite expérience. Comme vous pouvez le voir, nous avons mesuré la transmittance. C'est le pourcentage de lumière transmise avec différents verres. Ainsi, nous avons déterminé la réflectance, qui est égale à 1 moins la transmittance. Donc c'est le pourcentage de lumière réfléchie. Nous pouvons constater que la réflectance est bien plus faible pour les verres anti-reflets que pour les verres normaux. L'utilisateur sera ainsi moins gêné par les reflets avec des filtres adaptés. Mais comment cela est-ce possible ? Je vais vous expliquer ça avec un schéma. Ici, vous pouvez voir le rayon lumineux arrivant d'une source lumineuse. Au niveau du dioptre, ici c'est le verre, la lumière incidente peut subir différents phénomènes, divisant l'énergie d'origine en plusieurs parties. Cette lumière peut être réfléchie, transmise, absorbée ou diffusée. Dans notre cas, une partie majoritaire de la lumière va être transmise pour rentrer dans l'œil. Ainsi, la personne pourra voir l'image. De l'autre côté, une partie de la lumière va être réfléchie, créant les reflets. Nous allons donc chercher à réduire cette réflexion en créant des ondes destructives. Mais si je ne m'abuse, c'est impossible que des ondes réfléchies soient destructives avec un seul dioptre, une seule interface. Car, pour une certaine longueur d'onde, elles auront la même vitesse, non ? Elles ne se rattraperont donc jamais ? Vous avez tout à fait raison. Mais en rajoutant une couche anti-reflet, une première onde va être réfléchie au niveau du premier dioptre. Puis une partie de l'onde transmise sera réfléchie au niveau du second dioptre, entre la couche anti-reflet et le verre. Ainsi, cette dernière onde va retraverser le premier dioptre, puis repartir dans une direction de propagation parallèle à la première onde réfléchie. Il suffit donc que deux ondes de même longueur d'onde se propagent parallèlement l'une à l'autre pour qu'elles se suppriment. Pas tout à fait. Il nous reste un peu de travail pour supprimer ces reflets. Maintenant, les ondes vont se propager l'une proche de l'autre, dans la même direction. Elles vont donc entrer en interaction et interférer. Le but va être de créer des interférences destructives. Destructives ? Mais que voulez-vous dire par là ? Ce que je veux dire, c'est que lorsque deux ondes interfèrent, elles peuvent créer des interférences constructives ou destructives. Si ces interférences sont constructives, les reflets seront juste doublés en intensité. Ah oui, j'imagine que cela devient très dérangeant. Exactement. Il faut donc que nos ondes créent des interférences destructives. Il faut donc qu'elles se rencontrent en opposition de phase ou avec un déphasage de lambda sur 2, lambda étant la longueur d'onde. Ainsi, quand l'une des ondes atteindra son intensité maximale, l'autre atteindra son intensité minimale. Ah d'accord, je vois donc, finalement, les deux ondes vont entre guillemets s'additionner pour se supprimer et se détruire mutuellement, n'est-ce pas ? C'est simplifié, mais c'est un peu ça, oui. Mais j'ai une question que je me pose. Est-ce que c'est possible de fabriquer un tel filtre capable de supprimer les ondes réfléchies ? Ce n'est pas forcément simple, mais c'est possible. Pour fabriquer un filtre anti-reflet efficace pour une longueur d'onde ou un intervalle restreint de longueur d'onde, il faut remplir deux critères. Le premier, c'est que l'indice de réfraction du filtre doit être égal à la racine carrée de l'indice de réfraction du verre. Et qu'est-ce que cela apporte concrètement ? Cela va nous permettre d'avoir deux ondes réfléchies de même intensité. Vraiment, pourquoi ? On va dire que la réflectance R est égale à 0, étant donné que les rayons réfléchis vont se détruire. Qu'est-ce que vous voulez dire par réflectance ? C'est la proportion de lumière réfléchie par la surface d'un matériau.
Vous pouvez voir à l'écran la formule de la réflectance, avec Na l'indice de réfraction de l'air, Ns l'indice de réfraction du substrat, et N1 l'indice de réfraction de la couche anti-reflet. On a donc Na est égal à 1. On peut donc réduire l'équation à Ns égale N1 carré, donc N1 égale racine carrée de Ns. D'accord, je vois. Mais vous nous parliez d'un deuxième critère pour que les filtres anti-reflets soient efficaces. Qu'est-ce que c'est? La deuxième condition est un peu plus simple à comprendre. On peut schématiser le problème sous cette forme. Afin que l'onde 2 appelée R2 soit en opposition de phase avec l'onde 1 appelée R1, il est nécessaire que la différence de chemin optique parcouru par les deux ondes soit égale à la moitié de leur périodicité, soit lambda sur 2. Dans le cas d'un faisceau à incidence normale, la différence de chemin optique L est égale à la distance parcourue par le faisceau dans la couche mince, donc 2 fois E, multiplié par l'indice de réfraction de la couche, donc N. Mais qu'est-ce que L? L est le chemin optique parcouru par l'onde. N1 c'est l'indice de réfraction du filtre anti-reflet, et E son épaisseur. La relation entre l'épaisseur du filtre anti-reflet et l'indice de réfraction du filtre anti-reflet, afin d'obtenir R1 et R2 en opposition de phase, est E est égal à lambda sur 4N1. D'accord. Et en respectant cela, on a le meilleur filtre anti-reflet au monde? Oui, en supposant que l'incidence est quasi normale, et que la réflectance est nulle. Et ça permettra de supprimer les reflets d'une seule longueur d'onde. Cet exemple que vous me donnez ici, c'est uniquement pour une seule couche, pas vrai? Dans la vie de tous les jours, a-t-on réellement une seule couche sur nos verres de lunettes? Effectivement, il faut bien différencier le monocouche et le multicouche, c'est très important. Un traitement anti-reflet sur un verre de lunettes, si on reprend notre exemple, comprend évidemment plusieurs couches d'épaisseur et de matériaux différents. Bien sûr, vous devez vous attendre à cette question. Sur quel principe cela repose-t-il? Le principe du traitement multicouche repose sur l'accumulation de traitements anti-reflets. En effet, on y superpose plusieurs couches de traitement correspondant à un ensemble de longueurs d'onde situées sur le spectre. Prenons un exemple en superposant plusieurs couches de matériaux différents. Ah, effectivement, on le comprend mieux avec ce dessin. On retrouve sur cet exemple une superposition de couches qui permet d'obtenir une réflectance moindre. En effet, comparons les graphiques multicouches et monocouches. On remarque que la réflectance est en dessous de 4%. En laboratoire aujourd'hui, on obtient une réflectance en dessous des 1%. Ceci permet une transmission très importante, autour des 99%. C'est donc pour cela que nos verres de lunettes sont si chers, n'est-ce pas? Exactement, mon cher John. Cette technique onéreuse et très sophistiquée demande du matériel de haute précision. En revanche, comme le montre ce graphique, elle permet notamment d'avoir une transmission et une efficacité optimale. Ah oui, excellent. On distingue bien qu'avec plusieurs couches, on diminue la réflectance. Mais nos auditeurs doivent se demander quelles sont les techniques pouvant être appliquées pour la confection de ces traitements anti-reflets. Très bonne question. Alors aujourd'hui, la principale méthode d'application du traitement anti-reflet sur verre consiste à déposer alternativement sur les deux faces du verre des couches minces d'oxyde métallique sous forme de nanoparticules, avec une précision de l'ordre de l'angstrom. Tout ceci s'effectue à l'intérieur d'une enceinte appelée cloche sous vide, pour éviter tout contact avec la poussière et autres particules. Ces cloches sous vide dont vous me parlez là, c'est un peu comme les blocs opératoires avec les opérations, non? Oui, voilà, c'est ça. Le vide permet aussi dans ces cloches d'obtenir l'évaporation de l'oxyde à moins haute température. L'évaporation peut se faire par effet Joule, en chauffant l'oxyde, ou à l'aide d'un canon à électrons. Il faut parfaitement contrôler la qualité et la mesure du vide, la vitesse d'évaporation et les épaisseurs de couches déposées. Ces épaisseurs doivent bien sûr être uniformes. Et quels types de matériaux sont appliqués au niveau des verres de lunettes par exemple? Alors il y a plusieurs types de matériaux. Ça peut être du fluorure de magnésium, ou par exemple de la silice. Ces matériaux ont la propriété d'obtenir une capacité de réflectance très petite et d'atténuer des longueurs d'onde spécifiques. Super, bon, j'espère que les auditeurs ont assez bien compris le système de ces traitements anti-reflets. Je vous remercie Grégory pour ces renseignements. Merci à vous, John, pour l'invitation. Nous, on va se retrouver pour une nouvelle chronique scientifique demain à suivre en direct sur YouTube à partir de 10h. À plus les chroniconautes!